Du coup, j'ai fait des recherches, tu vois, sur l'aéroport de Paris, la privatisation, j'ai croisé des sources, j'étais sérieux. Bah, j'ai trouvé des trucs, tu te poses des questions. Tu te dis comment, pourquoi, je veux bien que faut pas sombrer dans le complotisme et tout, mais là, le complot, ça existe, il y a des mecs qui se mettent d'accord entre eux pour la faire à l'envers à tout le monde, hein, ça s'est vu, puis là, Ouais. voilà. Mais enfin, c'est pas tout notre angle ici, quoi. Si tu veux faire des trucs de complot, de cabinet noir, les Illuminati, je sais pas quoi, bah t'as qu'à aller chez Thinkerview, quoi. Ah non, il me fait peur, le mec, en plus. Ouais, puis il t'invite pas. Et puis, il m'invite pas. Vous ne trouverez pas un seul article sur Edoui Plenel qui ne comprenne pas le mot moustache. Et bien de la même manière, la semaine dernière, il y avait les débats sur les aéroports de Paris et leur privatisation. Et bien il était dur d'échapper au mot bijoux de famille. Et c'est d'autant plus rigolo que c'est comme ça qu'on désigne parfois les couilles. N'est-ce pas, Cotentin ? Moi j'avais rien préparé sur les couilles en fait, parce que l'épisode il passe sur plutôt la privatisation. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas privatisé des trucs. Donc on nous avait prévenu déjà il y a quelques mois. Il faut dire que l'opinion publique est toujours méfiante devant ce genre d'opération. Et puis compte tenu du climat social, Matignon hésitait à ouvrir un nouveau front en étant accusé précisément de vendre les bijoux de famille. Je précise que cet extrait date d'il y a 9 mois, là on est bien avant le mouvement des Gilets jaunes. Alors si déjà à l'époque on s'inquiétait de savoir comment ça pouvait passer ce truc là, vous vous notez bien qu'aujourd'hui c'est encore plus tendu. Bah oui, en effet, l'opposition est vent debout et ce sujet qui aurait pu passer discrètement il y a quelques mois ne passe plus du tout. Les débats ont été très vifs au Sénat, il y a même des sénateurs de droite qui se sont interrogés sur l'opportunité de faire un tel cadeau au secteur privé. Écoutez par exemple notre camarade Roger Carucci. Franchement, c'est une entreprise stratégique qui fonctionne, gardez-la. Le débat sur la privatisation en lui-même est assez complexe, assez technique, donc on va essayer de faire vite. Alors évidemment, il y a beaucoup d'arguments contre la privatisation, et les quelques arguments pour peinent à convaincre. Si vous voulez rentrer dans les détails, vous trouverez sur Mediapart un article de Martine Orange démontant point par point les éléments de langage du gouvernement. Mais en préparant cette émission, quelque chose m'a surpris. On a un modèle qui fonctionne bien, je ne vois pas pourquoi on le changerait, sauf pour des raisons complètement idéologiques qui me semblent pas du tout adaptées aujourd'hui. Celles et ceux qui s'opposent à la privatisation ont tous une question. Pourquoi ils ont du mal à comprendre l'entêtement du gouvernement? Bah si, là la dame elle a dit que c'était pour de l'idéologie. Quand Sophie de Menton, une fanatique de l'ultralibéralisme, soutient la privatisation, là, ok, je me dis que c'est de l'idéologie. Elle n'a rien à perdre, c'est une militante et sa position n'engage qu'elle et son think tank à 2 balles qui milite pour la mise à sac des actifs de l'État depuis des années. Mais là on parle du gouvernement, donc il y a des questions qui se posent en termes d'agenda, en termes d'opportunités politiques, de cohésion nationale même. Macron il sort de plusieurs crises, là il y a des gilets jaunes encore tous les samedis, il y a le grand débat national qu'il faut clôturer, il y a l'affaire Benalla qui n'en finit pas de ne pas finir, et puis l'affaire Keller, là, le secrétaire général de l'Elysée, qui est suspecté de prise illégale d'intérêt. Est-ce que c'est vraiment le moment de démarrer un nouveau merdier? Alors pourquoi privatiser? Pourquoi vendre un actif stratégique qui rapporte pour acheter du papier qui ne rapporte pas grand-chose? Ça m'échappe. Comme vous le voyez la semaine dernière, beaucoup d'observateurs se sont interrogés. Pourquoi? Et voilà, c'est con qu'on ait le temps de s'interroger parce que ça aurait pu passer discretos au milieu de la loi Pacte. En septembre encore, c'était jouable. Ouvrez les guillemets, heureusement il y avait l'affaire Benalla. On craignait que la procédure d'indemnisation que nous avions prévue pour la privatisation d'ADP soulève des oppositions. En fait, les députés ont à peine regardé, tout est passé sans problème. Fermez les guillemets. Voilà, cette phrase, rapportée par Martine Orange, a été prononcée lors d'un dîner en ville par Egline de Ginestou, qui travaille sur le dossier à Bercy. Alors là, on est en septembre, donc il n'y a pas encore les gilets jaunes. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est quoi ce truc d'indemnisation là? C'est pour les actionnaires minoritaires, parce qu'on va leur filer des sous, on va les indemniser. Actuellement, ADP est possédé à plus de 50% par l'État, mais il y a d'autres actionnaires. Non mais si je comprends bien, ils vont regarder leurs actions les mecs là. Pourquoi faudrait en plus leur filer de la thune aux actionnaires? Mais parce qu'à la base, ils ont des actions illimitées dans le temps. Mais vu que la privatisation va prendre la forme d'une concession de 70 ans, et bien là, d'un coup, hop, c'est limité dans le temps. Ah merde, les pauvres. Bah oui, Bah j'ai la larme à l'œil. bah je comprends. Non, mais on va leur donner 1 milliard, quoi, pour le préjudice, pour l'émotion, rien que ça suscite, quoi. Ouais, j'ai eu peur, j'ai peur pour eux quand même. Mais voilà, cette procédure est exceptionnelle, exceptionnellement chelou aussi. On ne fait pas ça d'habitude. Voilà pourquoi Egline de Ginestou avait peur que les parlementaires tiquent un peu. Bref, ce texte est si compliqué et si avantageux pour les actionnaires actuels comme pour les futurs acquéreurs, qu'on pourrait se demander s'il n'a pas été écrit par je ne sais quel cabinet de conseil privé pour le compte de je ne sais quel lobby. Ah ouais d'accord, tu fais d'investisseurs. carrément dans le complotisme maintenant. Non, moi je suis un vrai journaliste, hein, je mange pas de ce pain là monsieur. Alors je te laisse tout seul sur ton fauteuil, tu vas faire ton Thinkerview, hein?
Tiens, je prends le fauteuil. Ah, puis je prends la table aussi, tiens, y a pas de table dans Thinkerview, démerde-toi avec ça. Comment ça va? Oui, si, ça va. Bonjour, monsieur. Donc voilà, on se demande pourquoi la privatisation des aéroports de Paris. Il n'y a pas d'entreprise qui marche mieux que Aéroports de Paris. Et François Ruffin s'interroge aussi sur Vinci, cette entreprise qui devait théoriquement construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui ne s'est pas fait, comme vous le savez, et qui est cette fois intéressée par la reprise de ce groupe ADP. Y a-t-il une discrète compensation ? Demande François Ruffin. Donc voilà, par exemple, pour Vinci, la question se pose. Sauf que on lit dans le Canard de la semaine dernière que Macron a compris que Vinci avait pas non plus bonne presse comme actionnaire, notamment parce qu'ils se sont gavés sur les autoroutes et qu'on reparle de ces privatisations des autoroutes. Donc Vinci, il n'est pas dit que ce soit la piste privilégiée. En tout cas, Macron est pas chaud. Et puis il y a le truc des compensations, des indemnités. Parce que Vinci, là, actuellement, eh bien, il est déjà propriétaire de 8% des actions d'ADP. Donc ça veut dire que s'il y a les indemnités à hauteur d'1 milliard, il va en toucher 16% à peu près. Donc le truc de la compensation pour Notre-Dame-des-Landes, finalement, ça se tient. Mais c'est pas la seule hypothèse. Parce que dans l'absolu, Macron, il peut pas le dire, mais il a des gens à remercier. Il y a des gens qui l'ont aidé à être là où il est aujourd'hui. Des gens qui l'ont bien aidé. Le total des dons reçus par La République En Marche, un tout jeune parti en 2017, 10 millions d'euros, au-dessus des Républicains, du PS, de tous les partis politiques, largement au-dessus du PS. Donc c'est Macron qui a levé le plus de pognon, et c'est Bernard Mourad, un banquier d'affaires, qui l'a aidé à faire ça, qui a levé des fonds comme un malade, qui a organisé des dîners. Et ça apparaît très clairement dans les Macronix, puisque dans les Macronix, il y a des échanges de mails, notamment avec le trésorier de la campagne, où ils organisent des dîners, où il y a des plans de table, on les voit très bien, il y a le nom des personnes autour de la table, et il y a la valeur de la chaise. Et la valeur de la chaise, c'est 7 500 €, donc vous avez des dîners, ça, on va faire un dîner à 220 000 €, là on va faire un dîner à 240 000 €, et puis ensuite il y a 150 000 € de dons qui viennent des États-Unis, de New York, et ça a été exactement la même chose. Sur les 10 millions d'euros que Macron a récoltés, il y en a près de 800 000 qui viennent juste, par exemple, des expatriés de Londres, selon Julia Cagé. Et les expatriés de Londres, c'est pas, à mon avis, c'est pas les serveurs, quoi. Donc c'est des milieux d'affaires qu'il a fallu séduire, à qui il a fallu promettre des trucs, comme par exemple la levée de l'ISF, voilà. Ça, c'était la levée de l'ISF, c'était une idée de Bernard Mourad. Et Bernard Mourad, il l'a rencontré, Macron, à l'époque où il voulait pantoufler. Il s'est rendu chez Morgan Stanley, où il rencontre Bernard Mourad, et c'est Bernard Mourad qui lui dit « Toi, tu ferais mieux d'aller chez Rothschild, voilà. » Et c'est ce qu'il va faire juste après. Est-ce que vous avez lu Les Pinsons Charlot ? Oui, bah justement, les Pinsons Charlot, ils décrivent très bien comment ça se passe dans ces milieux-là, comment il faut être coopté pour rentrer, et comment c'est des milieux dans lesquels on se rend des services. Même si c'est pour être récompensé dans 1 an, dans 5 ans, c'est pas grave. Faut être coopté et faut se rendre des services. Et à ce moment-là, Macron, il est pas con, il sait quel cercle il veut intégrer. Et ça tombe bien parce que Bernard Mourad aussi, il est dans ces cercles-là. Il a bossé pour Xavier Niel, il a bossé surtout pour Patrick Drahi. Et il y a mieux, dans Vanity Fair, on apprend que quand Macron arrive comme conseiller économique de François Hollande, Bernard Mourad lui fait un rapport de 17 pages de propositions économiques. Et Macron, il va peser dans les décisions économiques de François Hollande. C'est lui quand même qui conçoit le CICE avec Alexis Kohler, qui est à l'époque directeur de cabinet de Pierre Moscovici à Bercy, et qui devient le secrétaire général de Monsieur Macron lorsqu'il est élu. Et donc il va se proposer comme ça, il va offrir ses services à cette petite élite qui, par cooptation, décide quand même une grande partie de la vie politique de ce pays. Et Patrick Drahi, à ce moment-là, il possède encore l'Express. Et Bernard Mourad, il traîne dans la rédaction de l'Express, et puis c'est lui qui va proposer à l'Express de faire leur première couverture sur Macron. Alors à ce moment-là, l'Express a pas encore le poulain, hein, ils cherchent, ils savent pas trop, NKM, Bruno Le Maire, ce sera Macron. Toutes les semaines, Emmanuel Macron va dîner chez Bernard Arnault, qui est la première fortune de France quand il était ministre de l'économie. Ils vont pas pour jouer aux cartes, hein. Ils discutent aussi la campagne électorale, ils décident des décisions à prendre pour la France. Bon. Donc on a des mecs dans la haute fonction publique, des énarques, qui deviennent les complices, les jouets ou les amis de ces grandes fortunes, des grandes fortunes qui vont leur payer leur campagne si jamais ils se lancent en politique. Tu vois, donc est-ce qu'on peut parler de corruption ? Julia Cagé, elle parle de corruption, et Julia Cagé, elle est pas, c'est pas une complotiste, tu vois, elle était pas à l'UPR, elle était conseiller Benoît Hamon.
Malheureusement, le système est corrompu avant Emmanuel Macron, sauf que Emmanuel Macron a poussé, on va dire, à l'extrême cette espèce de corruption du système qui fait que ce sont les plus riches et les plus favorisés qui financent les partis politiques, ce qui a un impact très fort ensuite sur les politiques mises en œuvre. Alors là, on peut se demander, est-ce que ça a eu un impact sur la privatisation d'ADP? Qu'est-ce qu'il a promis en termes de privatisation? Est-ce qu'il y a un paquet de prévus? Je sais pas. En tout cas, ça pose une question, puis ça pose une vraie question démocratique, du coup. Autre question d'Internet, pour résoudre la crise démocratique, on commence par quoi? Certainement pas par privatiser, parce que c'est depuis qu'on privatise à tout va qu'on a des serviteurs de l'État qui se mettent à se servir eux-mêmes, qui font leur petite carrière entre le public et le privé, et c'est parce qu'ils ont leur petite carrière à construire et leur petit capital à accumuler qu'ils deviennent vulnérables aux puissances de l'argent. En tout cas, c'est ce qu'explique Laurent Mauduit. C'est-à-dire que si vous regardez avec le recul, les 30 dernières années de privatisation, eh bien du coup, ce sont les fonctionnaires formés à grands frais pour servir l'intérêt général, qui sont maintenant les patrons d'une bonne partie du CAC 40. Regardez, toutes les banques sont dirigées par des inspecteurs des finances. Ça, c'est pour le pantouflage, mais maintenant on a mieux, on a le rétro-pantouflage, donc des mecs qui viennent de l'administration publique, qui vont dans le privé et qui retournent dans le public. Qui est le directeur de cabinet du ministre des Finances actuel? Il vient de la banque Mediobanca. Qui était son adjoint? Qui vient juste de passer à la direction du Trésor, il vient de HSBC. Et donc, le mouvement, le parcours type, c'est celui-là. D'abord du public vers le privé, et là, ce à quoi on a assisté plus récemment, c'est une sorte de vague en retour. En clair, on a assisté à la destruction de ce qu'était autrefois la muraille de Chine entre l'État, l'intérêt général, et par ailleurs les intérêts privés. Donc oui, il faut en parler, mais c'est compliqué parce que c'est des questions qu'on a rendues très très techniques, et puis c'est très opaque, voilà, c'est dur d'avoir des infos. Alors on est là, on se demande, mais pourquoi ils privatisent? Pourquoi? Elle est peut-être là, la réponse, elle est peut-être dans ce dont on parle là, maintenant. D'ailleurs, vous savez qui va conseiller l'État dans l'opération de privatisation d'ADP? C'est Bernard Mourad, qui bosse maintenant pour Bank of America. À Vanity Fair, il a dit que c'était challenging comme défi. Nous sommes bien maintenant devant un problème beaucoup plus grave que nous ne le pensions sur le fait que nous avons désormais au cœur de l'État perdu le sens de l'intérêt général. Enfin, en tout cas, certains ont perdu le sens de l'intérêt général, ont perdu le sens même de ce que c'est qu'un conflit d'intérêts, de ce que c'est que les prises illégales d'intérêts. Et voilà, donc faut pouvoir en parler, faut pouvoir l'écrire, faut le documenter, comme le font Martine Orange, Laurent Mauduit, les Pinsons Charlot, Juan Branco, parce que là, on n'a pas du tout avancé sur ces questions, en fait. Au contraire, c'est de pire en pire, là, on a vraiment le privé, les intérêts privés qui ont colonisé l'appareil d'État. Et c'est un non-sujet. Alors j'ai essayé d'en faire un sujet à un moment où je m'étais retrouvé à l'occasion du grand débat face à Julien de Normandie, voilà, ministre du logement, de la ville, je sais pas quoi. Et bon, apparemment c'était pas trop ça l'objet du grand débat, c'était pas le sujet dont il fallait parler. Parce qu'on en a pas beaucoup parlé, mais il y a une enquête du parquet national financier, une enquête préliminaire sur Alexis Kohler qui va partir. Donc Alexis Kohler qui est le secrétaire général de l'Élysée. Et la question du pantouflage, comment on passe du public au privé, et interroge aussi beaucoup de gens, et on en parle très peu. Mais est-ce que... Non, attendez, là où je voulais en arriver, c'est que ça participe quand même à un climat. Mais parce que... Et est-ce qu'il n'est pas question, il y a eu une loi sur la moralisation de la vie publique, est-ce qu'à un moment il ne pourrait pas être question de moraliser aussi ces questions-là qu'on peut être abordées? Moi, ce que je trouve, comment on passe du public en recyclant son carnet d'adresse au privé. On laisse le ministre répondre. Ce que je trouve détestable dans vos propos, et en fait, mais si, parce que vous en faites des attaques, et notamment des attaques ad hominem sur un certain nombre de personnes. On ne veut pas faire du BFM TV ici. Exactement. Bon là voilà, j'ai peut-être pas été bon, hein, j'en sais rien, moi je sais pas, c'est pas mon métier, je me suis retrouvé à faire ça, parce que bon... Et puis le gars, il a fait l'offusqué, il a pas répondu, donc du coup, on fait quoi? On fait quoi? Parce que là, l'aéroport de Paris, là, ça va être une nouvelle privatisation, peut-être de nouveaux conflits d'intérêts qu'on va découvrir, peut-être pas tout de suite, peut-être après, de nouvelles malversations. Qui va prendre la tête d'ADP une fois que ce sera complètement privé? Parce qu'il y a quand même pas mal de chances là qu'on se retrouve encore une fois avec un nouvel énarque, un haut fonctionnaire, un ancien de la Cour des comptes, on sait pas trop, mais ça se passe comme ça chez nous apparemment. Et à l'inverse, si Alexis Kohler se barre, qui c'est qui va le remplacer? Vous pensez que ça va être une dame du CDI? Vous savez les dames au CDI, la dame du CDI. Là par exemple, on a une ancienne lobbyiste de Danone au ministère de l'écologie, la secrétariat d'État, je sais pas quoi. Pareil, c'était une énarque, Emmanuelle Vargon, voilà, c'est une ancienne camarade de promotion d'Édouard Philippe.
Donc voilà, nous on est là, on doit faire confiance à leur probité, à leur sens de l'éthique, à leur sens de l'État. Voilà, bah faut avoir confiance, quoi. Ils sauront faire la part des choses, j'imagine, je ne sais pas. À lundi prochain. Ah, c'est sympa, c'est vrai qu'on peut vraiment tout dire ici. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Hein. Moi j'avais un peu peur, hein. C'est un peu intimidant le dispositif. Autre question, le fait que Niel ait des parts dans Mediapart, est-ce que ça vous pose problème? Quelle indignité, non. Non, si tu... On va t'envoyer Martine Orange aussi, enquêter sur tout ton petit manège aussi. On va voir s'il n'y a pas des trucs un peu... hein? Parce que ça va bien là, je suis mystérieux, je suis caché, je souffle dans mon micro, agent secret. C'est bon là, hein, on se la raconte un max ici.